Bonjour à tous. Nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 16, le rôle des banques, et nous essaierons de répondre à la question: existe-t-il des nouvelles formes de monnaie? C'est un chapitre qui est vraiment d'actualité. Il faut savoir qu'au DSCG, une question qui a été posée aux étudiants était la suivante: quel rôle pour les banques centrales dans un nouveau monde, des taux faibles et le développement des crypto-monnaies? Personnellement, j'ajouterais également qu'avec le développement du coronavirus, l'économie va certainement entrer en crise économique et que les banques centrales vont devoir fortement intervenir sur l'économie. Donc à la question quel rôle pour les banques centrales dans un nouveau monde, des taux faibles et le développement des crypto-monnaies, je rajouterais aussi et la relance monétaire obligée par le coronavirus. Tout d'abord, il va falloir retenir la définition d'une crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle digitale, donc on ne peut pas la toucher, indépendante des réseaux bancaires. Les banques n'ont rien à voir dans son développement, utilisable sur un réseau informatique décentralisé et crypté de pair à pair, et qui sert principalement à payer sur Internet. Il va falloir bien comprendre l'explication de pair à pair ou peer-to-peer en anglais. Ça veut dire qu'en fait, pour réaliser une transaction, il faut qu'un nombre, on va dire peut-être 1000 ordinateurs dans le monde soient ouverts, que chacun valide l'opération pour que l'opération puisse se faire. Il n'y a pas de serveur principal, chaque ordinateur est à la fois client et serveur. Donc par exemple, si moi aujourd'hui je veux faire un transfert de Bitcoin de mon compte à le compte d'une autre personne, il faut que plusieurs ordinateurs dans le monde valident que sur mon PC, j'ai bien autant de Bitcoin pour pouvoir les transférer à la personne qui veut me les acheter. L'avantage du peer-to-peer est d'éviter un système centralisé avec un serveur central et des clients tout autour. Si une attaque d'un virus venait à se produire, il suffit de détruire le serveur et toutes les connexions sont bloquées, le système ne fonctionne plus. Si nous fonctionnons avec un système décentralisé, si un programme informatique s'attaquait aux ordinateurs, ils ne pourraient pas être tous détruits. Quelques-uns seulement seraient infectés, ce qui fait que les transactions en Bitcoin pourraient tout de même avoir lieu. Il y aurait toujours des traces des opérations effectuées dans les ordinateurs qui seraient restés sains. On peut assimiler ce type d'opération à une blockchain que l'on verra plus tard. Ce système d'ordinateurs en réseau, tous reliés les uns aux autres, sans serveur central, existe déjà depuis très longtemps. Il a été inventé dans les années 90 et dans les années 2000, on a beaucoup parlé de lui, surtout en 2001, avec le programme Napster. En fait, c'est un site internet où l'on pouvait télécharger de la musique, mais chaque musique n'était pas stockée dans un serveur central. La musique était en fait stockée dans les ordinateurs de différents internautes à travers tout le monde entier, ce qui rendait difficile en fait de retracer d'où provenait la musique qui était partagée. Prenons un exemple très concret. Imaginons que Marwa veuille acheter des bitcoins à John X. Pour que l'opération réussisse, il faut d'abord vérifier que John X dispose effectivement de ces bitcoins qu'il veut vendre à Marwa. Ainsi, il faut vérifier dans tous les ordinateurs allumés, donc là où j'ai marqué ouvert, qu'il y a bien la preuve dans chaque mini-serveur que John X dispose effectivement de ces bitcoins. En fait, chaque opération va s'enregistrer dans tous les ordinateurs qui sont ouverts et ceux qui sont éteints, lorsqu'ils s'allumeront, se mettront à jour. Pour remercier tous les participants à cette opération, tous ceux qui laissent leur ordinateur ouvert, des bitcoins leur seront donnés gratuitement. Chaque participant à ce réseau s'appelle un mineur ou un nœud. Question 1. Le principe du peer-to-peer permet de mettre directement
en relation un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier convoité. Chaque participant ou nœud agit comme un pair individuel. Question 2. Quelle est la méthode retenue par les crypto-monnaies? Il s'agit de la méthode décentralisée. L'inventeur du Bitcoin a pour pseudonyme Satoshi Nakamoto. Et à vrai dire, on ne sait pas grand-chose sur ce personnage. En 2008, Satoshi Nakamoto réserve le nom de domaine Bitcoin et publie ses intentions dans un document en anglais. Ses intentions sont très simples. Créer une version de l'argent électronique purement conçue pour être peer-to-peer, permettant de réaliser des paiements en ligne en les envoyant directement d'un pair, donc d'un nœud, à un autre, et surtout, retenez bien ça, sans passer par aucune institution financière. Aucune banque n'est concernée. Parfois, dans l'imaginaire, on pourrait supposer que ça correspondrait à Samsung, Toshi à Toshiba, Moto à Motorola. Il s'agit là d'une pure supposition. En fait, on ne sait pas grand-chose sur l'inventeur du Bitcoin. Satoshi Nakamoto a décidé de créer au maximum 21 millions de Bitcoin qui pourraient être créés et circuler d'ici à 2040. Ils sont donc impossibles à multiplier. Il y a un nombre maximum. Nakamoto se servira également du principe de la blockchain. Et chaque bloc est en fait un mineur, comme nous l'avons vu dans le schéma décentralisé précédemment. La valeur d'un Bitcoin évolue selon le jeu de l'offre et de la demande, ce qui le rend très volatile. Nous allons maintenant répondre à la question 3. Peut-on dire du Bitcoin qu'il n'est pas une valeur spéculative? La réponse est forcément non. Quand on regarde l'évolution du graphique, il y a eu des bulles spéculatives, des cracks. Donc en fait, la réponse est non. C'est une valeur très spéculative et volatile. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement de la blockchain à partir d'une petite histoire. Je vous laisse découvrir. Question 4. Indiquez les particularités du Bitcoin. Tout d'abord, comme on peut le voir sur le petit schéma, il ne dépend pas ni des États. Ensuite, il n'y a pas de pièces ni de billets en circulation. Et enfin, et surtout, il n'y a aucune autorité de régulation. Il n'y a pas de banque centrale derrière. Peut-on associer uniquement les crypto-monnaies au Bitcoin? Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses crypto-monnaies. Les plus connues sont bien sûr le Bitcoin ou encore l'Ethereum. Finalement, en réponse à la question 5, oui, le Bitcoin est bien une crypto-monnaie,
Mais c'est loin d'être la seule. Il y a aussi l'Ethereum ou encore le Ripple qui sont des crypto-monnaies. Il existerait aujourd'hui environ 1500 crypto-monnaies dans le monde. Nous arrivons au grand 4, page 6. Il nous est demandé si le Bitcoin correspond à de la monnaie. Pour répondre à cette question, il faut regarder au chapitre précédent où nous avons eu les trois grandes fonctions de la monnaie. Je vous demande de les rappeler à la question 6. Veuillez noter également que l'abréviation de Bitcoin est BTC. Que ce soit la Banque de France, la Banque centrale européenne ou les autres banques centrales, personne ne voyait d'intérêt à l'apparition des crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Il y a un peu plus d'un an, des questions ont été posées à la Banque de France pour savoir si le Bitcoin était bien une monnaie. Une note a été émise à ce titre. Sa réponse fut claire, ce fut un grand non. Veuillez compléter le tableau de la page 7. Comme vous pouvez le voir, la réponse de la Banque de France, qui fait partie de l'eurosystème et donc obéit aux ordres de la Banque centrale, fut claire. Non, ce n'est pas de la monnaie. Toutefois, depuis la fin de l'année 2019, les banques centrales commencent à changer d'avis et à s'y intéresser. La Banque de France va être la première à expérimenter une nouvelle monnaie, l'e-euro, bâtie comme une crypto-monnaie. C'est un test demandé par la Banque centrale européenne. Pourquoi ce revirement de situation? Tout simplement parce que d'autres grandes banques centrales, telles que la Chine, telles que la Russie ou la Suède, commencent à s'y intéresser. De plus, il y a aussi des avantages dans la crypto-monnaie. Réponse à la question 8. Première raison. Afin de contrer la crypto-monnaie, la Libra, lancée par Facebook et qui semble préoccuper la BCE. Deuxième motif. Le recul de l'utilisation de la monnaie fiduciaire au profit par exemple de l'utilisation de cartes de paiement sans contact montre un intérêt croissant des agents économiques pour la digitalisation. Troisième motif. Le système de la blockchain semble particulièrement ingénieux pour réaliser des transactions financières. Dernier motif, ne pas se faire distancer dans cette nouvelle technologie par d'autres pays tels que la Chine ou la Russie. Enfin, ce que signifie MDBC, en anglais c'est Central Bank Digital Currency, dont l'équivalent en français est monnaie digitale de banque centrale, d'où MDBC. Le gros inconvénient du Bitcoin est qu'il évolue beaucoup trop par rapport au jeu de l'offre et de la demande. Alors que la Libra, qui va être lancée par Facebook, procède différemment puisqu'elle va s'appuyer sur un panier de devises afin d'assurer une certaine stabilité. Et c'est cela qui a fait peur aux banques centrales. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les banques centrales commencent à reconnaître les crypto-monnaies comme de la monnaie et que la Banque de France va lancer l'e-euro. Merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires.